Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 15 septembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec la Chine qui suscite sérieusement les craintes des investisseurs un peu partout dans le monde, notamment avec le géant de l'immobilier Evergrande. Mais avant ça, Wall Street a aussi terminé en baisse hier, obnubilé par des perspectives incertaines sur la croissance ou la fiscalité aux États-Unis, malgré des gains engrangés hier en début de séance, après la statistique mensuelle de l'inflation. Alors, concernant l'inflation, la hausse des prix de base à la consommation aux États-Unis a fortement ralenti en août, à leur rythme le plus faible en 6 mois, ce qui éloignerait aux yeux des opérateurs la perspective d'un resserrement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Mais l'optimisme reste de mise après la publication de la statistique qui s'est dissipée au fil de la séance en raison de doutes sur la vigueur du rebond de l'économie américaine ou de l'éventuelle adoption du projet de budget à 3 500 milliards de dollars de l'administration Joe Biden, qui pourrait, comme évoqué en début de semaine, inclure notamment une hausse de l'impôt sur les sociétés, en passant de 21 à 26,5 pour financer en partie ce plan de relance en quelque sorte des infrastructures américaines. Donc forcément, derrière, qui dit hausse des impôts, généralement, les marchés n'apprécient pas ce genre de restrictions qu'on pourrait leur imposer par la suite, même si Joe Biden avait déjà évoqué en amont une possible hausse des taux à venir. Ce matin, en Europe, les bourses européennes baissent en raison notamment des inquiétudes suscitées par la Chine après des indicateurs économiques inférieurs aux attentes et de nouvelles informations sur les difficultés du géant de l'immobilier Evergrande. Alors, côté indicateur, la production industrielle chinoise n'a augmenté que de 5,3% sur un an en août. C'est sa plus faible croissance en rythme annuel depuis juillet 2020 et l'évolution des ventes au détail à 2,5% seulement. Et ça a ralenti en effet bien plus qu'attendu. Donc, encore une fois, après l'euphorie sur l'ensemble des indicateurs macro, retour à la normale et on devrait avoir une phase de normalisation sur l'ensemble des données économiques. Parallèlement, la bourse de Shenzhen a interrompu la cotation d'une émission obligataire d'Evergrande après une chute de plus de 20%. Selon Bloomberg, les autorités ont informé de grandes banques que le groupe ne serait pas en mesure de rembourser des intérêts sur ses prêts dus le 20 septembre. Le cours de l'action Evergrande est tombé au plus bas maintenant depuis 2014. Et pareil, l'indice SCI 300 des principales capitalisations de Chine continentale a cédé aussi 1%. Donc, en ce moment, la Chine fait parler d'elle, la Chine fait beaucoup de bruit, que ce soit sur un potentiel choc sur le marché obligataire avec le géant de l'immobilier Evergrande. Normalement, les autorités chinoises vont et devraient même renflouer Evergrande si elles ne veulent pas que cela crée un choc trop violent sur les marchés. Et en parallèle, la Chine aussi a décidé de déclarer la guerre aux grosses tech, notamment Tencent et Alibaba. Donc forcément, on a un risque politique actuellement en Chine et un risque aussi financier. Forcément, ça alimente les craintes sur l'ensemble des marchés. Côté macro, ici, c'est un graphique, enfin, du moins un sondage effectué auprès des investisseurs pour savoir si, selon eux, le marché action
va effectuer une correction d'ici la fin de l'année. Et la plupart des investisseurs pensent que oui, que le marché action va corriger de 5 à 10% d'ici la fin de l'année, à hauteur de 60%, quasiment 58%. 10% pensent que le marché va chuter de plus de 10% et au contraire, 31% pensent que non, il n'y aura pas de grosse correction, ou du moins de correction majeure d'ici la fin de l'année. Donc encore une fois, un graphique intéressant. C'est vrai qu'on est sur des niveaux un peu haut perchés maintenant sur l'ensemble des indices. Effectivement, on a plusieurs risques actuellement, que ce soit un peu l'inflation, la politique monétaire à venir, notamment avec un resserrement de cette politique monétaire le 21 et 22 septembre lors de la réunion du FOMC avec la Fed, la Chine qui suscite encore une fois des craintes de la part des investisseurs, notamment avec, comme je vous le disais en introduction, le géant de l'immobilier Evergrande, mais aussi son attaque de plein front sur les géants de la tech et les jeux vidéo. Effectivement, il y a de quoi alimenter les doutes et les craintes sur une correction de marché à venir. Néanmoins, comme vous l'aurez remarqué, nous avons des marchés extrêmement robustes, extrêmement solides, et malgré les turbulences qu'on a pu avoir depuis maintenant 15-17 mois autour du Covid-19, du variant, de l'inflation, du tapering à venir, on n'a pas eu de grosses chutes pour l'instant des marchés. Effectivement, pour moi, les éléments qui pourraient faire chuter les marchés, ce serait une inflation durable, un resserrement trop violent de la Fed ou un choc financier, voire systémique, avec le géant de l'immobilier Evergrande. Voilà les éléments pouvant actuellement provoquer une correction de 5, voire même plus de 10%. Encore une fois, ce qu'il faut retenir dans ce graphique, certes, c'est intéressant de voir l'opinion et de ce que se pense le consensus, mais on dit souvent en bourse que le consensus a souvent tort et que le consensus se trompe souvent. Donc là, à en croire le consensus, qui pense qu'on va avoir une correction de 5 à 10% d'ici la fin de l'année, je me montre plus prudent sur ces anticipations, étant donné que le consensus a souvent tort. Donc pareil, un graphique à garder au chaud et à ressortir d'ici la fin de l'année pour voir si de nouveau les probabilités faites autour du consensus nous ont donné raison ou tort sur ce sondage-là. Ici, c'est un graphique du gold par rapport au S&P 500. Et comme le montre ce graphique, l'or peut sous-performer pendant de longues périodes, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est un graphique depuis le début des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et les investisseurs ont tendance à acheter de l'or lorsqu'ils s'attendent à des turbulences financières ou économiques, ce qui est le cas actuellement un peu sur les marchés où les risques auxquels vont devoir faire face les investisseurs. Donc, effectivement, on constate, ici vous avez le S&P 500, les prix du gold et les différentes phases de récession. Et à chaque phase de récession, le gold a tendance à s'apprécier. On subit tout simplement un arbitrage et les investisseurs délaissent les actifs risqués au profit des actifs refuges. Et effectivement, on a eu une belle accélération de l'or avec les injections de liquidités et le crack lié au Covid en 2020. Et à partir de août-juillet 2020, les marchés sont dans l'anticipation. Comme toujours, 6 mois, 12 mois d'avance sur l'économie réelle. Donc, les investisseurs mettaient derrière eux le Covid et avaient comme perspective la reprise forte à venir. Donc, une forte reprise économique
De ce fait, eh bien, de nouveau, ils ont préféré, notamment avec les plans de relance et les aides des banques centrales, se placer une nouvelle fois sur les actifs risqués et délaisser les valeurs refuges. Maintenant que nous avons des marchés qui ont intégré la reprise haussière, l'or pourrait, je pense, revenir sur le devant de la scène. On a plusieurs aussi fonds de pension qui pensent et accumuler et se positionner sur les métaux précieux. Donc je pense que l'or, très clairement, pourrait de nouveau briller en quelque sorte, étant donné qu'on fait face maintenant à plusieurs risques, que ce soit politiques ou économiques, et des marchés qui ont déjà intégré dans les cours la plupart des bonnes nouvelles, notamment le rebond économique. Donc face à ça, forcément, en cas de correction à venir des marchés, l'once d'or, lui, pourrait profiter d'arbitrages favorables et peut-être enfin casser les niveaux clés qu'on surveille depuis maintenant pas mal de temps. Donc on fera le point techniquement juste après, mais tout porte à croire que l'or pourrait valider une figure de retournement entraînant, je pense, une accélération vers les prochains niveaux, 1910 voire 1960 $. Côté graphique maintenant, comme je vous le disais, le CAC 40 cède du terrain, notamment avec les annonces de la Chine, encore une fois, plombé toujours par les valeurs du luxe, Louis Vuitton, Kering, LVMH, L'Oréal. Forcément, ces valeurs ont une forte pondération dans l'indice CAC 40. De ce fait, lorsqu'elles reculent de quelques pourcents, eh bien, le CAC 40 est lui fortement impacté. Concernant la dynamique, bon, ça semble bien parti pour une correction d'ABC et je verrai bien un retour sur le CAC 40 sur le niveau des 6570 points. Voilà. On a un CAC 40 assez fébrile. En données horaires, on est toujours dans l'élargissement ascendant, mais cette sortie de drapeau avec ces deux pullbacks nous invite clairement à la prudence et suggère même une correction plus profonde à venir. Pour ma part, je tablerai bien maintenant sur le CAC 40 à une accélération en direction des 6510 points, à peu près. Après, reste à savoir si le marché va cette fois-ci consolider dans un range ou pas du tout. On pourrait très bien avoir un range de consolidation entre les 6570, les 6570 et les 6780. Voilà un peu le scénario que je surveille. 6570, pourquoi pas, voilà, plaquer jaune, bas du nuage ici, 6590, potentiellement un nouveau range. Donc là, je verrais bien une poursuite du flux, en fait, baissier pour aller chercher ce niveau de support. Et en cas de cassure, là, je viserais bien plus bas. Une accélération peut-être en direction des 6400, 6500 points. Voilà le plan que j'ai actuellement sur le CAC 40. Pour l'heure, je reste plutôt neutre, biais un peu baissier, mais à très court terme sur ce niveau. Ici, on fera le point pour tenter d'effectuer peut-être des achats à bon compte si on a des signaux haussiers. Mais en revanche, en cas de clôture, sous ce seuil, je pense qu'on devrait avoir une dégradation et derrière, on pourrait très bien aller chercher un peu plus bas. Là, effectivement, vous voyez qu'on est venu enfoncer, cette fois, on est en train d'enfoncer vraiment le sommet de juin 2021. Donc derrière, on n'a plus grand-chose pour venir chercher ce beau niveau de support vers 6584, 6572. En données 4 heures, oui, je verrais bien un range, très clairement, avec le nuage qui commence à se mettre à plat. Donc pour ma part, plutôt voilà, scénario de trading range pour le moment.
Si vous êtes vendeur de CAC, je pense qu'on pourrait aller chercher un peu plus bas, effectivement. Commencer à s'intéresser à des signaux d'achat ici. Toutefois, encore une fois, si vous êtes vendeur, eh bien, pensez à baisser votre stop. Si on va chercher ce niveau et qu'on n'a pas de chandelier de retournement, eh bien, gardez un reliquat, car en cas d'incursion sous ce niveau, on pourrait glisser un peu plus bas. Et en donner, voilà, le bas du range, pour moi, ce sera une nouvelle fois le plat and can. Vous voyez, on a un beau plat and can, on vient un peu prendre appui dessus à chaque fois. Et tant qu'on n'a pas une clôture sous ce plat and can, eh bien, difficile d'envisager une accélération plus profonde. Voilà pourquoi bas de range actuellement sur 6780 et notre plat and can. Et en cas de clôture sous ce niveau, alors j'aurais vraiment un biais baissier pour aller chercher un peu plus bas. Concernant le DAX, bon, le DAX, c'est la même chose. Vous voyez qu'en données hebdomadaires, la Tenkan joue parfaitement son rôle de support, mais il se passe pas grand-chose sur l'indice. Vraiment, neutralité la plus totale, je trouve. Prisonnier entre des gros niveaux. Pour ma part, je reste à l'écart sur l'indice allemand. Je trouve qu'on n'a pas de plan et d'opportunités très intéressantes, notamment en swing trading. Pas de signaux très clairs, je trouve, sur l'indice, à part se positionner à la vente ou à l'achat sur la borne basse ou haute de ce canal haussier ou tenter de travailler une nouvelle fois l'oblique. Mais ici, à part pour les traders qui font un peu d'intraday ou de scalping, honnêtement, il n'y a rien de très croustillant, je trouve, sur le DAX et on manque cruellement de visibilité. Voilà, on a une espèce de range ici en données horaires, mais on n'a pas beaucoup d'oscillation, j'ai envie de dire, à l'intérieur de ce range, un range de quelques points. Pas évident à aller prendre quelques points sur l'indice allemand, justement. Prisonnier sur des gros niveaux, que ce soit en données horaires, 4 heures, je trouve que ce soit à la baisse ou à la hausse, on a pas mal d'obstacles. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de plan, plutôt neutre, vraiment balle au centre sur l'indice allemand. On peut essayer éventuellement de mettre en place une oblique, mais je ne suis pas vraiment convaincu d'un triangle ici. Si potentiellement on a un creux sur cette bougie-là, proche de la MM50, mais je ne suis pas convaincu de cette figure. Pour moi, on est vraiment dans une phase de stabilisation, consolidation, pas grand-chose à faire. On est revenu sur le niveau quasiment des 50%. Vous voyez, on n'arrive pas à venir combler le gap ici. Bon, je me montre même pas prudent, je reste à l'écart tout simplement. Ils sont donnés 4 heures soutenus par la MM50, le plat Kijun, le plat Tenkan, la Kijun qui est pas loin. La MM50 qui est juste au-dessus, j'attends un flux directionnel, tout simplement pour avoir un peu plus de visibilité. Si on a un flux haussier qui commence à se déclencher, bon on s'intéressera aux prochaines résistances. Et puis à l'inverse, en cas de flux baissier, pourquoi pas venir une nouvelle fois chercher les 15 500. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup d'actions sur l'indice allemand. Donc, je passe mon tour pour l'instant. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui est venu enfoncer son support. Pareil, la séance va être intéressante aujourd'hui. J'ai rajouté quelques tracés sur le cash qui me paraissaient assez pertinents. D'une part, c'est si on ne partait pas dans un range et qu'on était enfermé dans un canal à court terme, effectivement, on se trouverait actuellement sur la borne basse de ce canal. Donc, si les acheteurs se manifestent, potentiellement un creux de marché et une reprise haussière. Ensuite, j'ai tracé cette oblique, actuellement 3 points de contact. Bon, nécessite d'être validé avec la séance du jour.
Mais ce point de contact juste ici est assez pertinent dans le sens où si on reprend un peu la dernière vague de hausse, donc difficile à dire si c'est à partir de ce point-là ou ce point-là, mais dans tous les cas, si on prend ces deux points, vous voyez que ici, voilà, on arrive sur le niveau des 50%, et si je prends cette vague de hausse, mince, j'ai supprimé la mauvaise composante. Si on prend ensuite cette vague de hausse, on atterrit sur le niveau des 61,8. Voilà, à peu près. Donc là, ça nous donne le niveau des 50% de retracement de cette vague. Et si on prend cette vague-là, on est sur le niveau des 61,8. Donc, un support clé, selon moi, aux alentours des 34 500, 34 575. Voilà pourquoi je pense que la séance d'aujourd'hui va être un peu va être riche en informations, car en cas d'incursion sous ce niveau, pareil, je viserai pour une accélération baissière en direction des 34 200 points. En revanche, si on a une bougie flux en données 4 heures ou en horaire, eh bien, potentiellement un creux de marché à court terme et derrière, je repartirai haussier pour aller chercher d'une part la MM50 vers les 34 100 points et ensuite la borne haute du canal. Et en cas de sortie, ce serait reprise de la dynamique de fond pour aller chercher de nouveaux plus hauts historiques. Voilà le plan que j'ai actuellement à court terme sur le Dow Jones. J'aime bien la dynamique qu'on est en train de prendre, soutenue par voilà, ce bas de canal. Ici, en données 4 heures, on est venu le taper, l'oblique qui est pas loin. Donc, surveillez ce niveau de prix, ne vous précipitez pas sur les ventes, car le marché pourrait réagir dans cette zone clé. Donc, à voir à l'ouverture à 15 heures comment les marchés vont digérer un peu les annonces faites par la Chine, mais les futurs actuellement sont plutôt orientés à la hausse. Donc, derrière, si le marché américain ne faiblit pas, eh bien, n'écartez pas ce scénario de reprise haussière pour aller chercher 35 100 et effectuer une nouvelle rotation vers la borne haute de notre canal. En tout cas, on arrive, selon moi, sur on est actuellement sur un niveau clé sur le Dow Jones et la séance du jour devrait nous donner pas mal d'informations sur la poursuite de la baisse ou au contraire un creux de marché à venir. Le Forex, l'euro-dollar, bon, assez neutre sur cette paire. Épaule, tête, épaule inversée, potentiellement. C'est vrai que, bon, neutre dans le sens où, je me répète, mais ici, pour moi, c'est une zone qui m'intéresse pas vraiment. Je garde ce biais haussier, bien entendu, à long terme, étant donné que, pour moi, le chandelier ici qu'on a eu, quasiment cet avalement haussier sur une zone de support, nous indique aussi un creux de marché et il n'est pas invalidé, en tout cas. Tant que les prix ne reviennent pas sous ce niveau, ne clôturent pas ce chandelier est toujours vivant, très clairement. Ensuite, bon, on bute sur le niveau des 1,1875, donc deux scénarios, soit c'est le scénario de trading range, soit on effectue une bataille des acheteurs et des vendeurs dans la zone 1,1770, 1,1825, et il faudra ensuite surveiller, encore une fois, le flux directionnel à venir pour anticiper un peu le prochain scénario. Et pour l'instant, cette fameuse sortie de notre élargissement descendant tient toujours, soutenue par la MIM 50. Là, on avait des beaux doji, on est en train de faire une belle bougie flux. Donc, pour moi, l'alerte baissière, ce serait vraiment une clôture sous ce niveau, très clairement. Je n'ai pas de plan de trading vraiment sur l'euro-dollar, à part pour ceux qui étaient posés, on va dire, qui étaient en position sur l'avalement. Mais là, pour moi, on rebondit sur un niveau de support avec un marteau inversé. On tente de faire un peu un avalement.
Donc, je n'exclus pas de nouveau un retour sur l'indice 18,75. Là, pour l'instant, c'est le scénario que je retiens. J'aime bien ce pullback un peu prolongé, soutien MM50, une fausse incursion, ça tient, ce marteau inversé. Donc, en données daily, j'aime beaucoup la dynamique, en tout cas, qu'on est en train de prendre pour déclencher une nouvelle vague de hausse pour aller chercher l'indice 18,75. Ensuite, en données 4 heures, effectivement, on pourrait avoir une épaule tête-épaule inversée. Voilà, à peu près ici. Épaule, tête, et là on est en train de former la deuxième épaule. Et dans ce cas-là, si elle est validée, effectivement, l'objectif, c'est de casser les 1,1875 derrière pour aller chercher les 1,1950. Voilà ce que je surveille sur l'euro-dollar actuellement. En données horaires, c'est la validation ou pas de cette potentielle épaule, tête, épaule inversée avec sa ligne de coup aux alentours des 1,1845. Effectivement, en cas de cassure de cette ligne de coup, si on reporte l'objectif théorique, on devrait logiquement franchir le seuil des 1,1875. Et dans ce cas-là, on écarte le scénario de trading range et on confirme le scénario avec ce chandelier vivant donné hebdomadaire qui plaidait pour un creux de marché et une poursuite en direction des 1,1950. Voilà un peu ma vision actuellement du marché sur l'euro-dollar. On me demandait aussi de scanner l'euro AUD. Et l'euro AUD, pareil, j'aime bien la dynamique qu'on est en train de prendre sur cette paire, étant donné qu'on forme potentiellement une épaule tête-épaule inversée. Donc là, d'abord, on va cacher. Alors, oui, la dynamique est haussière. Je vais nettoyer le graphe. Mais on arrive sur une énorme zone, une nouvelle fois, juste ici, de polarité. Donc, je passerai acheteur sur l'euro AUD si on parvient en tout cas à clôturer au-dessus de cette zone. Si on a une bougie au-dessus du précédent top, eh bien il faudra plutôt chercher des achats pour aller chercher les 1,6330. Néanmoins, les traders agressifs sur signal de retournement tenteront peut-être des ventes pour anticiper la formation d'une épaule tête-épaule. Ensuite, je rajoute l'Ishimoku. Ah, voilà, pour moi, scénario haussier, si on clôture au-dessus de ce niveau et donc au-dessus de notre plat Kijun. Et donc là, un scénario haussier pour aller chercher les 63,30. Maintenant, on peut aussi affiner et se dire que cette épaule tête-épaule est en formation et que des ventes avec un stop loss au-dessus de cette mèche sont aussi envisageables si vous pensez que l'euro AUD va effectuer une figure chartiste de retournement. Pour l'instant, pas de précipitation. En tout cas, si on regarde en données 4 heures, vous voyez bien qu'on n'a pas de chandelier de retournement. On travaille la zone, on est dedans. J'attendrai au moins une bougie 4 heures. Les plus expérimentés peuvent tenter sur une bougie horaire, mais pour l'instant, elle n'est qu'en formation. Et en données 4 heures, je ne vois aucun chandelier de retournement. Éventuellement, ce pattern était intéressant, cette étoile filante, mais derrière, j'ai pas l'impression qu'on est en train de valider cette potentielle correction. Donc, j'attendrai encore un peu, même en données horaires. Je n'ai pas d'éléments, en tout cas, qui m'indiquent qu'on est toujours soutenu par la Kijun. Donc, voilà, on patiente et on regarde. Au moins, le mieux serait d'avoir une bougie en données 4 heures, une bougie fluide, directionnelle, pour savoir si oui ou non l'euro AUD va partir en direction du sud. Donc, bien évidemment, c'est aussi un plan que je surveille
et je ferai le suivi tout au long de la semaine pour tenter de vous donner un maximum d'indications. Enfin, le NZD-USD, pareil, assez fragile finalement. Je me méfie aussi encore pour pas me prendre les pieds dans le tapis, mais je constate encore une fois que finalement ça cale. Très clairement, on est en train de caler, on forme une divergence Tenkan-Kijun, on est bloqué, beaucoup de chandeliers d'indécision, pas mal de doji sur des niveaux clés. Donc, je commence à me méfier sur une potentielle hausse à venir et j'ai plutôt envie d'avoir un biais baissier sur cette paire pour aller chercher le niveau de support. Là, très clairement, on bloque sur la borne haute un peu de ce canal. Bon, certains y verront un biseau. C'est vrai qu'ici, j'ai qu'un point de contact. Mais dans l'idée, c'est surtout cet oblique-là qui m'intéresse. Cet oblique couplé à notre zone de résistance horizontale avec MM200, effectivement, je vous parlais d'un triangle surveillé en données 4 heures. Et pour l'instant, bon, le fanion qu'on est en train de dessiner est invalidé. Donc là, voilà pourquoi je ne vais pas me prendre les pieds dans le tapis, car on peut très bien partir dans un range ou dessiner un triangle descendant. Vous voyez, ici. Je vais juste. Voilà. Donc, pour moi, on a un niveau de support ici, donc on ne vend pas le support. On peut très bien partir consolider dans un range et casser par en haut. Voilà pourquoi je vous disais d'attendre éventuellement une clôture sous ce niveau de support avec un stop loss au-dessus de notre oblique pour aller chercher les niveaux de support juste derrière. Donc, pareil, toujours un plan que je surveille. Pas de précipitation pour l'instant, même si les chandeliers daily montrent clairement une fébrilité de la part du marché, en tout cas de la part des acheteurs surtout. Mais les niveaux de support tiennent, on peut très bien ranger avant d'avoir le coup d'envoi du prochain flux directionnel. Selon moi, ce sera la cassure de cet oblique pour la reprise de la tendance haussière à 0,7140 et inversement, si le marché cale et s'essouffle, alors on attendra en clôture de bougie une clôture de bougie sous le support des 0,7080. Le gold. Le gold, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre sur cet actif, étant donné que, d'une part, les prix hier sont venus chercher une nouvelle fois notre oblique haussière, couplé avec la zone de prix, pour rappel, ici on a une grosse zone de support aux alentours, tac, tac, cette zone des 1780-1796. Donc on est toujours dans cette fameuse zone de support couplée à notre oblique haussière. Je vous disais de surveiller avant l'inflation le range en données 4 heures qui devait logiquement nous donner des indications sur notre scénario, encore une fois, d'épaule, tête-épaule inversée. Et hier, après les stats de l'inflation, aussi liées aux craintes suscitées par la Chine, le gold est sorti par le haut de son range avec une belle bougie flux haussière. Donc, tout porte à croire qu'on pourrait aller chercher les 1830. Là, on a eu une belle bougie flux, bel avalement haussier. Bon, on revient tester les 1800, mais la bougie d'hier, en tout cas, est vraiment intéressante. Et par la suite, ça viendrait petit à petit confirmer le scénario qu'on avait mis en place, celui d'une épaule tête-épaule inversée. Voilà. Donc là, on est en train de former la deuxième épaule. Peut-être que certains ont tenté des achats agressifs le plus près possible
de notre oblique est vers la borne basse. Dans ce cas-là, c'est sûr que si vous êtes positionné ici, vous pouvez déjà pratiquement mettre votre stop à break-even. Pour les autres, eh bien, il faudra attendre la cassure des 1830. Voilà le plan sur le gold. Mais pour moi, je patiente et j'attends toujours la cassure des 1830 pour aller chercher 1850 et 1910. Pour cela, l'once d'or va devoir franchir sa ligne de coup qui correspond au pivot clé des 1830 $. Donc là, ce serait bien que par la suite, on arrive à s'extraire de la MM50, qu'on reprenne un peu de hauteur et qu'on forme une belle deuxième épaule pour justement confirmer ce scénario qu'on a mis en place maintenant depuis plusieurs séances. Le Brent, le pétrole, rien à ajouter sur le Brent. La stratégie reste la même depuis la sortie de range par le haut. Toujours haussier, toujours acheteur sur le Brent. Je vise les 75-60. Voilà, le plan n'a pas changé. Mon oblique. Voilà. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller chercher cet oblique couplé à la résistance, sûrement une résistance par le passé que j'ai dû noter. C'est vrai qu'en données hebdomadaires, on ne se rend pas bien compte, mais c'est les 76 $. Objectif 76 $ sur le Brent. TP1, TP2. Et pour les plus prudents, vous pouvez commencer à mettre votre stop à break-even, à la limite. Étant donné que l'objectif de sortie de range a été atteint. Hop, vous voyez, l'objectif de sortie de range est atteint. Eh bien, prenez des bénéfices. Ma foi, si c'est dur pour vous psychologiquement d'avoir tenu suite à la cassure ici, de vous être fait quelques frayeurs, prenez des bénéfices ou bien remontez vos stops si vous visez un peu plus haut. Voilà, à vous de voir selon votre profil quelle méthode vous l'adaptez. Pour ma part, je peux peut-être me tromper, mais c'est ce niveau-là qui m'intéresse à moyen court terme, enfin moyen, plutôt à court terme. Le niveau des 76 en TP1, certes, un objectif théorique a été atteint, mais il ne correspond pas à grand-chose. J'aimerais bien qu'on aille chercher un niveau clé. Et derrière, en cas de cassure, le TP2, pour moi, ce sera les 80 $. En tout cas, c'est haussier sur le Brent. Même en données 4 heures, pas besoin d'aller en données 4 heures. Rien à ajouter. Sortie de range par le haut en données daily. Objectif théorique atteint. Nuage qui commence doucement à s'orienter à la hausse. Pas de bougie de retournement. Donc, les acheteurs à court terme gardent la main. Le light, même scénario. Je pense que l'objectif des 71,50, voilà, c'était l'objectif des 71,50 en TP1 sur le light. Il est fait. Pareil, on va basculer sur l'unité de temps daily. Là, pour le coup, certes, c'est l'objectif théorique du range, mais c'est aussi une résistance. On l'avait déjà noté depuis pas mal de temps, les 71,50, et ça correspond à un niveau clé de marché. Donc, prise de bénéfice possible, étant donné qu'on est sur un niveau clé. Néanmoins, je vise aussi un peu plus haut. J'aimerais bien un retour sur les 74,70. Donc pareil, la clôture va être intéressante sur le like, car une clôture au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie logiquement à une accélération vers les 74,70. Toutefois, si vous souhaitez encore une fois prendre des bénéfices ou mettre votre stop à break-even, bien entendu, vous avez aussi le droit de le faire. En données 4 heures, bon, pas grand-chose à dire. C'est haussier, le nuage qui commence de nouveau à s'orienter à la hausse, des bougies flux. Je vais supprimer pour nettoyer un peu. Hop. Les fibos et les niveaux de résistance intermédiaires, mais
Comme sur le Brent, hein, je reste haussier pour l'instant. De toute façon, c'est haussier. Et encore une fois, les acheteurs gardent la main. Donc voilà. Adoptez maintenant une bonne gestion de votre money management selon les niveaux qu'on vient d'atteindre. Pour terminer, les cryptos avec le Bitcoin qui lui aussi nous a réalisé une belle séance hier. Sortie de range par le haut. Revenons d'abord en données daily. Et effectivement, je vais supprimer l'Ishimoku qui ne sert à rien. Cette bougie est intéressante. Voilà, on a fait un avalement haussier avec franchissement MM50, MM200, belle bougie flux haussière directionnelle sur la borne basse d'un range. Derrière, on peut quand même remettre l'Ishimoku car on est en train de casser cette petite jaune. Et j'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre. On est en train de confirmer ce range 53 000, 44 000, 43 000 sur borne basse. Et derrière, hier, on surveillait l'évolution du range intermédiaire. Et effectivement, on est en train de sortir par le haut de ce range. Du coup, en fait, hier, sur l'avalement haussier, on est sorti par le haut de ce range. Et là, voilà, on part pour faire une reprise. Donc logiquement, ce serait plutôt haussier pour aller chercher les 49 000, voire 50 000 $ sur le BTC. Beau sell-off, phase de stabilisation, consolidation, les gros niveaux de support ont tenu, avalement daily, sorti par le haut du range, donc on amorce un début de reprise haussière avec un objectif théorique aux alentours des 50 000 $ pour moi sur le BTC. Pour terminer, l'Ethereum, je pense qu'on a aussi la même chose. Je vous disais de surveiller la sortie par le haut de ce biseau et la bougie d'hier, pareil, est intéressante, surtout données 4 heures, cassure par le haut de l'oblique de la borne haute du biseau, MM50, MM200, et là on effectue le pullback. Donc même constat que sur le BTC, après une phase de stabilisation, consolidation, le marché amorce une reprise haussière. Donc là déjà notre zone de support est bien tenue, la MM50 elle n'a pas cédé sous la pression vendeuse, mais encore une fois ce qui va m'intéresser c'est en données 4 heures. Et en données 4 heures, j'ai le sentiment que l'Ethereum pourrait reprendre de la hauteur pour aller chercher la résistance des 3700 $. Voilà un peu le plan que j'ai. Pour moi, on n'a pas de grosse résistance intermédiaire avant. Vous voyez que la résistance, c'est là où on avait effectué le pullback, c'est les 3700 $. Je ne l'ai pas fait, mais à mon avis, si on reporte l'objectif théorique de ce biseau, on n'est pas très loin, je pense, des 3700 $. Voilà mon plan sur l'Ethereum. Après cette phase de stabilisation, consolidation, le sentiment que le marché veut repartir de l'avant en direction de sa prochaine résistance à 3700 $. Eh bien, écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous donne donc rendez-vous demain pour de nouveau faire un point complet sur la planète finance.